le radar, épisode 4. Bonjour, bienvenue au quatrième épisode de Sur le radar. Cette semaine, on a écouté pour vous les films de Peanut Butter Falcon et de Babysitter. On va vous parler de ça un petit peu, mais avant tout, comme à chaque semaine, on va faire une petite intro. On va dire qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Donc, je me présente, Maxime, de retour avec ma soeur Karine. Moi, cette semaine, pour ma part, Karine, j'ai été quand même occupé. J'ai seulement écouté quelques épisodes de Blue Bloods, mais sinon, j'ai surtout gamé cette semaine quand j'avais du temps libre. Toi? Ah, c'est bien correct, je comprends. Moi, personnellement, j'ai une recommandation à faire. Ok. C'est disponible sur un service de streaming, mais c'est un podcast. Ça s'appelle Wind of Change. En as-tu entendu parler? Non, pas du tout. Ok, tous les épisodes sont présentement disponibles sur Spotify. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un gars qui a déjà travaillé pour la CIA puis il a été journaliste, donc il avait un peu un niveau de clearance. Puis il y a des amis qui travaillent pour la CIA, puis il y a quelqu'un qui a dit un moment donné, hey, ça a l'air que la chanson Wind of Change de Scorpion, elle aurait été écrite par la CIA comme une espèce de pièce de propagande après la guerre froide. Donc, le gars du podcast, il décide d'investiguer là-dessus. Il va rencontrer plein d'espions, il va rencontrer plein de gens qui travaillent dans l'industrie de la musique pour essayer de déceler le mystère de est-ce que Wind of Change est une chanson originale ou est-ce que ça a été composé par la CIA. Ok, c'est original, c'est intriguant aussi. Il y a combien d'épisodes à peu près? Il y a 8 épisodes, j'ai pas encore terminé. Moi, je suis rendue au 7e. Honnêtement, je dois avouer que je trouve ça excellent. La présentation est tellement bien faite, c'est tellement bien monté, c'est bien ficelé, puis les gens qui interviewent, qui rencontrent, ils ont toutes des histoires fascinantes parce que c'est des gens qui étaient des espions. Et que je te dis, c'est hallucinant. Ils mettent aussi beaucoup le contexte politique de l'avant. C'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, je vous conseille fortement. Là. J'ai hâte d'écouter le prochain épisode. Là. Ok, ah cool. On a une bonne recommandation pour quelque chose de différent. Ouais, c'est ça, ça fait différent, puis c'est vraiment intéressant. Ça reste que c'est quand même quelque chose qui est disponible en streaming, donc je pensais que c'était approprié. Ah, parfait, mais merci beaucoup pour la suggestion. Moi, personnellement, j'en ai pas cette semaine. Comme je dis, j'ai eu une semaine quand même occupée, donc j'ai pas eu vraiment le temps de regarder pas mal ce qu'il y avait. Je vais regarder ça en tête, puis quand je vais travailler, peut-être écouter ça. Ouais, c'est ça, moi je les écoute pendant que je travaille, mais honnêtement, c'était tellement bon que des fois quand je travaillais puis que je sentais que j'étais concentrée sur mon travail et non sur le podcast, je l'arrêtais parce que je voulais vraiment l'écouter. Ah, parfait. Je voulais parler aussi avec toi d'une nouvelle qu'on a eue du monde cinématographique cette semaine. Est-ce que tu as entendu parler du Snyder Cut de Justice League? Ben oui, j'ai vu ça. Finalement, ils vont l'avoir. Ouais, pour les gens qui sont pas au courant, là, le film Justice League avait été réalisé par Zack Snyder, le même réalisateur que Man of Steel et Batman contre Superman. Donc, il y a eu une tragédie dans sa vie personnelle, sa fille s'est suicidée, donc il a quitté le projet quand il était à l'étape du montage, lui et sa femme, qui était une des productrices sur le film. Donc, Joss Whedon a été engagé pour compléter le film, lui qui avait réalisé Avengers 1, Avengers 2. Puis, ça donne un résultat, un film qui est assez étrange, qui est aussi mélangé. On voit vraiment une différence de deux tons. On peut savoir qui a réalisé quelle scène. Puis il y a aussi toute la saga avec la moustache de Henry Cavill. Je sais pas si Karine, si tu veux en parler un peu. Oui, ben c'est une espèce de Frankenstein de film. Parce que on va s'entendre que Zack Snyder et Joss Whedon, c'est deux réalisateurs qui ont des styles qui sont extrêmement différents. Quand ils ont donné le projet à Joss Whedon, j'ai l'impression qu'il s'est dit ah non, on va mettre ça plus léger, on va mettre ça plus le fun, ça fonctionne bien avec Marvel, regardez qu'est-ce que j'ai fait avec Avengers. Mais honnêtement, c'est clairement pas la direction que Zack Snyder voulait prendre avec ce film-là. Non, vraiment pas. Il y a vraiment des ruptures de ton épouvantables dans le film. Ce qui est déstabilisant, c'est la moustache, là. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Ouais, Ils ont payé je sais pas combien pour faire enlever digitalement la moustache de Henry Cavill parce qu'à ce moment-là, quand ils ont fait les reshoots, lui, il travaillait sur Mission Impossible. oui, c'est ça. Puis Paramount, qui était le studio de production de Mission Impossible, voulait pas que Henry Cavill rase sa moustache. Warner Bros. Ont été pris, là, ils ont été obligés de l'enlever digitalement. Puis, le résultat est flagrant. C'est très drôle parce qu'on s'entend que ça aurait coûté beaucoup moins cher d'y coller une fausse moustache d'en face que d'enlever une par ordinateur. Même l'ajouter par ordinateur, ça aurait été moins compliqué que de l'enlever. Non, c'est ça. Paramount ont dit non. Dans son contrat, c'est marqué moustache, il va avoir sa moustache, arrangez-vous. Je peux comprendre Paramount aussi parce que veux pas, c'était pas leur problème si Justice League était dans cette situation-là. T'sais. On s'entend que c'est triste parce que c'est dû à une tragédie, mais en même temps, Paramount, c'était comme c'est pas notre problème. Là. Exact. C'est vrai,
c'était pas un problème. En tout cas, je sais que les fans, ça fait longtemps qu'ils hashtag release the Snyder Cut, gros thread sur Reddit aussi. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je vais être très honnête avec toi, je suis bien intriguée. Moi aussi, je suis intrigué. Là. Apparemment, ça va être 4h30 la durée. Ça va sortir sur HBO Max, mais on sait pas encore sous quel format. Là, si ça va être un film de 4h30 ou des épisodes d'environ une quarantaine de minutes. Ouais, je pense que une couple d'épisodes, ça pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, comme un 4 épisodes de 1 heure, ça pourrait être quelque chose qui fait du sens. Ouais, 4 épisodes d'une heure, ça se prend bien. C'est beaucoup moins long que de juste rester assis pendant 4h30 à écouter la même chose. Zack Snyder, des fois, il y a des longueurs. Hein. Batman contre Superman, c'était pas très bon. Pour moi, ça va faire le tour avec la discussion de Justice League Snyder Cut. On en reparlera le plus quand ça va sortir. Là. La sortie est prévue pour 2021. On en reparlera dans Ben oui, on en reparlera en temps et lieu. Donc, le premier film qu'on a écouté pour vous cette semaine est The Peanut Butter Falcon, réalisé par Tyler Nielsen et Michael Schwartz, mettant en vedette Shia LaBeouf et Dakota Johnson. Pour la description du film, je vais laisser le soin à Karine de la faire pour nous. Oui, donc The Peanut Butter Falcon raconte l'histoire de Zach, un jeune trisomique qui malheureusement est forcé à vivre dans une maison de personnes âgées à cause de l'état dans lequel il est et un manque de ressources. Un jour, il réussit à s'enfuir. C'est là qu'il rencontre Tyler, joué par Shia LaBeouf, un pêcheur qui est très malchanceux, qui s'est mis les pieds dans les plats avec une situation assez malencontreuse. Les deux ensemble vont partir sur une espèce de road trip en bateau, à pied, à travers le sud des États-Unis. C'est là aussi que Tyler va décider d'aider Zach à aller vivre son rêve et à rencontrer son lutteur qui est son idole. Alors Maxime, as-tu aimé ça? Ouais, ben là, moi j'ai un petit problème là, par exemple, Karine. Ouais. Là, à date, là, dans le podcast, je suis le Ouais. seul qui a recommandé un film vraiment épouvantable. Ta prochaine recommandation, c'est mieux d'être un film plate. Là. Ok, c'est bon. Je vais regarder ça, puis je vais prendre une note de te recommander un film qui est assez épouvantable. Bon, Peanut Butter Falcon, pour ma part, j'ai adoré le film. J'ai vraiment. Tu vas voir, on va en prendre plus dans les détails sans discuter de spoilers, mais j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec le film. Je sais pas pour toi. Ouais, moi aussi. En fait, j'ai plus aimé ça que ce à quoi je m'attendais. Ouais, moi aussi, parce que pour moi, Shia LaBeouf, il est hit or miss. En dehors de l'écran, il y a eu des problèmes. Là. Il y a des petits problèmes d'attitude de Shia, mais. Mais il est assez excentrique. Ouais, en effet, ouais, c'est ça. Il est excentrique, mais ça le sert bien dans des rôles comme celui-là. Parce que il se donne. C'est un acteur qui se donne tout le temps. Là. Il est toujours à fond. Là. C'est sûr que les gens le connaissent. Ils l'ont connu avec les Transformers. Je pense que ça l'a affecté un petit peu sa carrière d'école avec ça, mais. Ouais, parce qu'avant, il avait joué dans Constantine, puis c'était vraiment bon. Oui. J'ai trouvé, en fait, que l'un des plus grands points forts de ce film-là, justement, c'était les performances. Principalement Shia LaBeouf, là, à chaque fois qu'il est à l'écran, il crève l'écran. Définitivement. J'ai l'impression qu'on se répète de semaine en semaine. On donne tout le temps les performances des acteurs comme étant les points forts du film, mais j'imagine qu'on est chanceux parce que c'est rare qu'on ait eu des performances mauvaises à part Black Dahlia, mais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours les performances de la trame sonore. Oui, c'est vrai, mais je voulais en parler de la trame sonore du film, Peanut Butter Falcon. Je trouve que c'est un des points forts du film aussi. Là. Ouais, toujours approprié. Les scènes sont supposées être drôles, la trame sonore est bien choisie, les scènes sont supposées être tristes, dramatiques. La trame sonore est jamais trop mélodramatique, est jamais trop comique, est toujours bien appropriée pour le film. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Est-ce que t'as eu le goût de pleurer? La fin, oui, la fin, là, il est venu me tirer des larmes un peu. Là. Moi, c'est pas à la fin. Je te dirais c'est peut-être aux trois quarts du film. Okay. Écoute, c'est venu me chercher. Mais la fin aussi, mais il y a une scène à un moment donné où c'est vraiment venu me chercher. J'ai trouvé que c'est un film qui était très touchant, émouvant. Et je pense que la plus grande force, en fait, de ce film-là, c'est l'humanité puis la compassion qui ressortait. Oui, t'as raison. Ouais, l'acceptation aussi, accepter quelqu'un qui a une différence. Les deux personnes sont différentes. Le jeune est trisomique, Shia LaBeouf, il a des problèmes lui aussi. Là, il a de la misère à manager une tragédie qui est arrivée dans sa vie. Il a des petits problèmes de contrôler ses émotions. Ouais, ben, clairement, justement, cette tragédie-là l'affectait, mais il gardait tout en dedans. C'est en se liant d'amitié avec Zach qu'il apprend à laisser aller ses émotions puis à aller faire son deuil de cette tragédie-là. Ouais. Mais ce que j'aime aussi dans le film, c'est l'humour. Là. Il y a beaucoup d'aspects humoristiques. Puis quand je parlais de la trame sonore qui servait bien cet aspect-là du film, je pense à la scène quand
le jeune s'évade de la maison du vieux, puis en tout cas, ça spoil rien, là, mais il court en caleçon, là, puis la trame sonore, là, quand on le voit courir en caleçon dehors, c'est assez comique. Ouais, c'était vraiment drôle. Non, j'ai vraiment aimé, justement, comme tu disais, ça touche plusieurs émotions. Tu sais, autant qu'on rit, autant qu'on est touché. Je trouve que c'était tellement bien fait. Le fait qu'il est trisomique était amené avec goût. C'était pas de mauvais goût. Tu sais, souvent, on a vu des films où ils essayaient d'aborder des thématiques comme ça. C'était tellement mal fait ou tout croche. Jiggly, Ah, je sais pas. ben, Jiggly avec, Ah oui, c'est avec Ben vrai. Affleck. Mais non, comme tu dis, c'est de bon goût, c'est bien abordé, ça dérape jamais non plus. On voit que le jeune, des fois, il y a des abus, là, les gens le traitent de retard, des trucs comme ça, mais il y a aussi d'autres façons de le traiter de retard, comme on apprend un peu plus tard dans le film, avec le personnage de Shia LaBeouf qui a une discussion avec le personnage de Dakota Johnson. Ouais, ça c'est une de mes scènes préférées, honnêtement. C'est pas nécessairement comment t'appelles la personne, c'est comment t'agis aussi avec cette personne-là. Non, c'est vrai. Puis Dakota Johnson elle est excellente dans le film aussi. Là. Oui, mon seul, un des points faibles que j'ai par contre, c'est l'écriture de son personnage. Je trouve que elle est vraiment bonne pour le matériel qui a été donné, mais le matériel qui a été donné était très mince. Le film était très court, puis on aurait peut-être pu rentrer un peu plus dans les détails de son personnage. Ouais, ben, ça fait le lien, là, justement, on va en parler un petit peu de mes points faibles du film. Surtout avec le personnage de Dakota Johnson, on voit que l'écriture, le scénario a vraiment passé. Le focus était mis sur Zach, le jeune, puis Tyler, qui était Shia LaBeouf, un petit peu moins sur Dakota Johnson, justement. Mais quand on voit quand on apprend à la connaître un petit peu plus, c'est son boss au début là, qui drop un peu d'input sur sa vie, là, comme quoi ses parents ont de l'argent, puis ça y achète un diplôme, ces trucs-là. Non, effectivement. Moi aussi, dans mes points faibles, justement, ben en fait, c'est un point fort et un point faible ensemble. Le film est vraiment à son meilleur quand on est en scène en huis clos avec Zach et Shia, ben Zach et Tyler, dans le fond. Je trouve que ces scènes-là, c'est vraiment, on est avec eux, le lien qui se crée entre eux, mais dès qu'on arrive justement à l'extérieur avec d'autres personnages qui s'ajoutent à ça, là, je trouve que l'écriture, justement, est un peu moins bonne. Ah non, t'as raison, c'est tout le focus du film est fait sur la relation entre les deux. Et la seconde qu'on s'égare un petit peu de ça, on voit que peut-être que pas que moins d'attention qui a été portée aux autres scènes, mais sont moins efficaces. Non, c'est ça. On sent que le cœur du film, et probablement aussi d'où le scénario est venu, c'était vraiment aller raconter l'histoire de Zach et Tyler. Oui, non, c'est vrai. Le reste, c'est juste un peu comme l'accompagnement. C'est pas le plat principal. Je peux dire ça Ouais, comme ça. t'as raison. Puis la durée du film, j'ai aimé aussi. 1h40 environ, 1h35. C'était pas long, mais il n'y avait aucune longueur. Dans un film comme de cette longueur, de 1h30, là, si on avait senti des longueurs, on aurait peut de trucs qui auraient été mal faits, là, mais. Non, effectivement, le film, il s'écoute vraiment bien. Moi, honnêtement, je l'ai commencé hier soir. Il était assez tard. Je m'étais dit, au pire, je vais écouter la moitié, puis je le finirai demain matin. Honnêtement, je l'ai fini le soir même parce que ça s'écoutait trop bien. Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait aucune longueur. Le pacing était bon. J'ai aimé aussi la cinématographie, là, les plans de caméra, ils étaient vraiment bons pour quand on avait des moments plus intimes. La caméra était toujours bien positionnée, puis il n'y avait pas de défauts techniques comme on a mentionné sur d'autres films là, où ils auraient brisé la règle du 180 degrés et ces trucs-là. En tout cas, j'en ai pas remarqué, je sais pas pourquoi. Non, effectivement, moi non plus. Il faut que je fasse un compliment aussi, puis c'est un compliment que je vais rarement faire, mais l'utilisation de la caméra portée, le handheld caméra, était bien faite. Parce qu'on a certaines scènes où la caméra bouge et est faite en caméra portée, mais ça donne justement, ça renforce ce sentiment d'intimité. Oui, c'est vrai. Mais il y a une scène où ils sont dans l'eau, justement, là, la caméra est portée. Ouais, exactement. Honnêtement, c'est rare que je fais un compliment parce que d'habitude, la caméra portée, je déteste ça. Mais honnêtement, ça fonctionnait très bien dans ce contexte-ci. Pour faire un petit parallèle, la caméra portée, là, les gens qui se demandent un petit peu plus ce serait quoi, si vous avez vu les trois séries de films de Jason Bourne avec Matt Damon, les trois premiers, là, on va exclure les autres. Tous les films est en caméra portée. Mais c'est une des bonnes exécutions de caméra portée, ces trois films. Je sais pas quoi dire d'autre à part que le film est excellent, que les acteurs sont excellents, le film est touchant, le film est bien fait. Il n'y a pas de. On n'essaie pas de nous tirer des larmes là, par la situation du jeune,
Puis il n'y a rien qui est de mauvais goût, là. Tout est vraiment bien fait, tout est exécuté sans aucun problème. J'ai vraiment adoré le film. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez le goût pour un film, justement, qui est plus indie, qui est plus intime, qui est vraiment simple, honnêtement, c'est très très bon film. Je pense qu'il mérite d'être vu, il mérite d'avoir plus d'attention que ce qu'il y a en ce moment. Ouais, moi aussi, je savais que le film existait parce que j'avais écouté les Oscars, puis Shia LaBeouf était allé présenter un Oscar avec le jeune qui joue Zach. Donc j'avais entendu parler du film pour la première fois à ce moment-là. Tu vois, ce que j'aime aussi de l'aspect indie du film, c'est que souvent j'aime plus les films à petit budget là, parce qu'ils s'en permettent moins, mais on dirait qu'il y a plus d'efforts qui est mis sur chaque aspect du film, justement parce qu'ils ont moins de budget. Donc, il n'y a pas une grosse partie du budget qui va passer sur une grosse scène qui va coûter cher. Le budget est mieux réparti, mais on dirait que l'attention est mieux portée sur tous les aspects du film dans ce temps-là. Effectivement. Un autre bon exemple de plus avec moins serait Under the Skin. Ouais. Il faut pour tout le monde. Ça pourrait être une recommandation pour un futur Oui, podcast. mais j'ai l'impression qu'on va en perdre un peu de notre audience si on recommande Under the Skin. Puis l'écouter, c'est un film de science-fiction avec Scarlett Johansson. Ça mérite 4 ou 5 écoutes avant de vraiment tout comprendre ce qui se passe dans le film. C'est pas pour tout le monde. Non, mais c'est pour ceux qui l'apprécient, c'est un chef-d'œuvre. Si j'avais à noter Peanut Butter Falcon, je dirais 95%. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment aucun problème avec le film. J'ai mis 4 étoiles sur 5, mais honnêtement, je pense que c'est un 4 étoiles et demi, justement. Plus j'y repense, plus je l'aime, le film. Plus les personnages sont attachants, plus ça vient me chercher. Bref, moi, personnellement, c'est une chaude recommandation. Aussi. Là, on va passer au deuxième film qui a été recommandé. Ce film-là, on va rentrer un petit peu plus dans les spoilers. C'est un petit film de 2017 sur Netflix, disponible sur Netflix, de Babysitter, réalisé par McG. Pour ceux qui connaissent McG ou ont déjà entendu parler du nom, c'est le réalisateur des premiers films de Charlie's Angels en 2003 et 2005, je me souviens bien. Le film met en vedette Samara Weaving, Bella Thorne et Robbie Amell. Et Karine, je vais te laisser présenter le film. Oui, donc The Babysitter raconte l'histoire de Cole, un jeune de 12 ans qui a absolument peur de tout et qui a encore une babysitter qui est jouée par Samara Weaving. Un soir, alors qu'elle vient le garder, il décide de l'espionner pendant qu'il dort parce que son ami lui a dit que les jeunes, ils faisaient des orgies pendant que lui dormait. Donc il décide de l'espionner, mais il se rend compte que finalement, c'est peut-être beaucoup plus sombre et beaucoup plus terrible ce qui se passe, parce que ça semble être un culte satanique dans sa maison. Donc Cole doit apprendre à vaincre ses peurs pour pouvoir survivre et passer la nuit. Maxime, je t'ai recommandé ce film-là. Honnêtement, j'étais vraiment pas sûre si t'allais aimer ça. Mais tantôt, au début du podcast, tu m'as dit que j'avais pas recommandé de navet. Donc, est-ce que tu as aimé ça? Ouais, quand même. Là, pour le type de film, c'est pas le type de film vers lequel je vais être habituellement porté. Là. C'est horreur, comédie, mais beaucoup plus comédie que horreur. Là. Même les scènes violentes ou dégueulasses sont exagérées à un niveau que c'est pas crédible, donc c'en est drôle. Mais pour ce type de film-là, oui, j'ai apprécié. J'ai des problèmes avec le film, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais appréciation générale, je te dirais très bonne. Bonne. Peut-être pas très bonne, mais bonne. On s'entend que ça va pas gagner un Oscar demain. La raison pour laquelle je l'ai conseillé, c'est parce que moi, personnellement, c'est un scénario qui me fascine, ce film-là, parce que j'ai jamais vu autant de choses qui étaient implantées au début qui ont un payoff dans la deuxième moitié du film. Si vous connaissez pas la notion de payoff, en fait, c'est quand on implante, on montre quelque chose dans un film de manière soit anodine ou soit importante et que ça revient en jeu plus tard dans l'histoire. Oui, non, t'as raison. Je peux pas penser à un élément du film qui a été apporté à l'écran qui a pas été résolu ou qui a pas été utile dans l'histoire. Je trouve ça vraiment incroyable de voir à quel point ce scénario-là, on dirait quasiment que c'est un exercice de style sur les payoffs. On dirait qu'ils ont dit, OK, on va essayer de faire une histoire que tout ce qui est produit va finir par rentrer en ligne de compte. Tout est important. Puis moi, honnêtement, je trouve ça quasiment fascinant. J'ai pris des notes pendant mon visionnement. J'en ai tellement. Comme par exemple, avais-tu remarqué avant que les parents ils partent en voyage, la mère, elle lève debout un trophée, puis plus tard, c'est là-dessus que le noir, il tombe, puis ça l'égorge. Non, j'avais pas remarqué ça. Non, c'est ça. J'ai pris beaucoup de notes. Au pire, on va rentrer plus en détail là-dedans tantôt. On va juste continuer avec nos impressions générales pour commencer. Ouais, moi j'ai apprécié le film. Cette fois-là, je parlerai pas beaucoup des performances, par exemple. Je pense pas qu'on peut vraiment juger les performances comme ça. Là. Tout le monde est over the top dans le film, mais c'est la réalisation qui a été donnée. Il n'y a aucune autre façon de voir ça. Tout, tout est joué à l'extrême dans le film. Les personnages sont joués à l'extrême. La musique est jouée à l'extrême.
Les titres aussi, il y a tout le temps des titres qui apparaissent à l'écran pour nous présenter soit un personnage, soit un objet. S'il joue à l'extrême. Les effets sonores jouent à l'extrême à chaque fois. Une fois, le personnage de Cole se fait niaiser par un enfant du quartier, puis il fait un mouvement de bassin, là, puis on entend cric, 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 cric. Tout est exagéré dans le film. Ouais, la stylisation est vraiment au maximum. Ouais, c'est ça, c'est surstylisé, là. Mais c'est assez original aussi. Par exemple, pour présenter les personnages qui sont dans le culte sataniste, c'est comme un effet spin the bottle, mais là, ils introduisent les personnages avec leur nom à l'écran. Ouais, mais ils sont en train de jouer à la bouteille aussi, fait qu'ils ont incorporé ça comme ça. Ouais, c'est ça, je trouvais que c'était original. La surstylisation, c'est un point que j'ai aimé, mais un point que j'ai moins aimé aussi. Rendu à moitié du film, j'avais compris là. Il sort un couteau de poche, puis ça, on a un arrêt sur image, puis là, on entend un effet sonore, puis c'est marqué Pocket Knife à l'écran. Ouais, un moment trop, c'est comme pas assez. Il y a un aspect qui m'a dérangé un peu du film. Tu en as parlé quand tu présentais le film, c'était Cole, un jeune qui a peur de tout. Mais c'est l'impression que tout le monde a de lui, mais j'ai pas trouvé qu'il avait l'air d'avoir peur de tout, ni qu'il combattait aucune de ses peurs dans le film. Je pensais pas qu'il y avait des peurs. Puis c'est un aspect que je me demande si c'est fait exprès ou non, parce que tout le monde le traite de Pussy. Là. Son surnom, c'est Pussy. Là. Il arrive dans une rue, hey, Pussy. Puis une fois, il va voir sa mère, puis il demande, est-ce que tu. Do you think I'm a pussy? Penses-tu que je suis un chicken? Elle répond pas vraiment à la question, mais on voit que lui, il a peut-être pas cette impression-là de lui-même. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non, effectivement, c'est quasiment comme si comment il essaie de nous présenter Cole, c'est la perception que les gens y ont de lui. Non, c'est ça, il y a un l'air nerd avec ses lunettes et sa petite chemise, là, il se démarque un peu des autres comme ça, puis c'est pour ça peut-être que les autres l'écœurent, parce qu'il aime la science-fiction et ces trucs-là. Mais dans son attitude, quand il se fait bully, quand n'importe quoi arrive, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait peur. Non, effectivement. Il y a juste au début quand il est supposé avoir son vaccin. Mais c'est drôle parce que le film, justement, ouvre avec cette scène-là que c'est une scène où il est supposé se faire vacciner puis il a peur des aiguilles. Ça revient en jeu plus tard aussi parce que sa gardienne, pour son culte sataniste, elle a besoin de son sang, donc faut qu'il contrôle sa peur des aiguilles pour faire comme s'il faisait semblant de dormir pour pas que ça le réveille, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais on présente le personnage, c'est ça. Il se fait vacciner. Puis là, on entend l'infirmier qui commence à lui dire hey, qu'est-ce qui se passe? Là? J'en ai vacciné plein avant toi, il n'y a eu aucun problème. Là, toi, ça fait 10 minutes que tu me fais niaiser, puis j'en ai encore 80 à faire. Comme si c'était le seul jeune de 12 ans de l'école qui avait peur des aiguilles. Là. Je m'excuse. Je connais beaucoup de gens qui ont peur des aiguilles. C'est comme une peur commune. C'est une exagération encore là dans le film pour dire que c'est un chicken. Sauf que. Ouais, effectivement. C'est pas l'impression que j'ai eue du personnage. Non, t'as raison. Cet aspect-là, justement, était peut-être un peu plus manqué. Puis justement, quand il se rend compte que la première fois qu'ils espionnent, puis que là, sa babysitter a tué un gars, qui est très très gore aussi, on va s'entendre. Il y a assez de self-control pour pas crier, pour réagir, pour retourner se coucher. Il est quand même capable de réagir de bonne manière. Il y a aussi le fait, quand il dit aussi dans le film, quand il était plus jeune, il voulait être policier, donc faut pas que t'aies peur de tout si tu veux être policier. Non, c'est vrai. Il y a un aspect que j'ai aimé du film aussi, les films d'horreur, souvent, et surtout les films récents, ils ont beaucoup de jump scares. Donc, ceux qui savent pas c'est quoi un jump scare, c'est il y a un personnage qui marche, soudainement il y a une coupure dans l'écran, on change de scène ou on change de plan, puis on va voir quelqu'un ou quelque chose en arrière qui va apparaître, puis au même moment on va avoir un gros bruit strident, là, pour nous faire peur, là, pour nous faire sauter dans notre siège. C'est la tactique la plus cheap pour faire des peurs dans un film d'horreur. C'est la plus facile, la plus efficace, la plus cheap, la plus surutilisée, puis souvent c'est ce qui fait que ça baisse la qualité d'un film d'horreur. Puis dans ce film-là, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait un ou deux qui étaient vraiment bien exécutés, probablement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi, donc on s'y attendait pas, puis l'effet était là. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est plus une comédie qu'un film d'horreur. Je pense pas que le but premier, c'est de faire peur. Bon, le but premier, c'était de faire rire, mais quand même, il y a eu des bons éléments de film d'horreur dans le film, mais des éléments d'horreur, mais ça, c'en était pas un, puis j'étais content de voir ça, là, parce que souvent, les films cheap d'horreur, je vais me cacher sur le coin d'un mur, je vais attendre que tu tournes le coin, je vais te faire peur, ça va être un meilleur thrill qu'un film d'horreur. Non, c'est vrai. Je vais revenir sur ce que je disais tantôt avec les payoffs. Dans le fond, juste un peu pour parler du scénario, j'ai une page de notes complète de tout ce qui est introduit puis qui paye. Tu sais, par exemple, aussi, tu sais, Pussy, je sais pas si t'as remarqué, il y a 2 fois, il a reçu un ballon dans la tête puis quelqu'un qui crie Pussy. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais tu sais, au début, ils introduisent la voiture du père de Mélanie, qui est son ami. Ouais. Puis
Tu veux pas, à la fin, cette voiture-là, elle revient en jeu. Mais la voiture du père de Mélanie est liée aussi avec ses voitures. Avant qu'il parte, son père, il dit hey, c'est quoi tu fais? Puis là, il y a comme une voiture téléguidée. Puis là, il dit je veux la rendre plus aérodynamique pour qu'il fasse un barrel roll puis qu'il détruise de quoi en tombant. C'est exactement ce qu'il fait avec la voiture du père de Mélanie. Ouais, puis en plus, on a eu la scène où il apprend à conduire. Oui, en plus, parce qu'il a peur de conduire. Oui, puis son père, il fait des donuts dans la COVID. Tu vois, il est mal à l'aise, là. Il aime pas trop ça. Non, c'est ça, exactement. Il y a aussi le gars qui lance des œufs sur sa maison, son bully du début. Il revient plus tard, il décide de comme se venger, mais là, il dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de le tuer, puis qui demande de l'aider. Finalement, il fait juste écraser un œuf sur la tête. Oui. Mais l'œuf sur la tête, ça revient en jeu quand Robbie Amell essaie de le tuer. À cause qu'il y a des œufs dans ses cheveux, il n'est pas d'agripper la branche, puis c'est à cause de ça qu'il meurt. Ouais, tout a un lien. Le meilleur que j'ai trouvé de tout ce qu'on a vu qui rentre en jeu, c'est au début du film, avant qu'on sache que sa gardienne est méchante. Elle est toujours super friendly avec, là, même quand elle essaie de le tuer, tu vois qu'elle a quand même un petit soft spot pour le jeune. Mais il écoute un film dans la cour en arrière, puis il projette le film sur le garage. Puis je sais pas quel film que c'est un vieux western. Les deux, quand ils écoutent le film, ils se mettent devant l'écran, donc devant le mur, puis ils prennent chacun la position de l'acteur. Puis le jeune Cole fait le gentil, le héros, puis elle fait le méchant. Les deux, ils rejouent ensemble la scène du film au même moment qu'elle se passe. Puis là, on voit qu'elle a fait le personnage méchant. Puis là, plus tard, c'est la méchante. Oui, c'est vrai, effectivement. Cette scène-là aussi, elle revient en jeu quand il essaie de confronter le gars qui l'intimide tout le temps. Il dit la même affaire, puis il essaie de tirer le coup de pied, puis ça fonctionne clairement pas. Non, vraiment pas, puis il mange un coup de poing dans la face. Ouais, ça, j'ai aimé ça, justement. Il y en a comme 2-3 aussi, des choses qui sont implantées, que finalement, quand ça revient en jeu, c'est comme, oups, ça a pas marché. Il y a celle-là. Il y a aussi le couteau. Au début, le père, il met le couteau dans le lave-vaisselle. Puis là, quand il arrive dans la cuisine, il essaie d'avoir le couteau, puis le couteau, il est pas là. Puis là, la fille, elle le ramasse dans le bloc. Puis là, tu vois juste, ça coupe juste aux parents, puis elle est comme, t'as-tu mis un couteau dans le lave-vaisselle? Puis il est comme, ouais, elle dit, ça va pas là. Ah non, c'est ça. J'ai trouvé que c'est un bon clin d'œil, justement. Oui. L'humour est bon dans le film, pour la majeure partie. Il y a des moments que j'ai trouvé que c'était un petit peu juvénile comme type d'humour. Mais l'humour que j'ai le plus aimé, c'était avec les jeunes, avec Cole et sa voisine, quand ils sont ensemble. J'ai trouvé ça drôle, ça dépitait vraiment bien la naïveté des jeunes, là, comme il dit tu dois faire une orgie en bas quand tu dors. Il sait pas c'est quoi, fait qu'il l'écrit sur son téléphone, puis il voit les images, puis il est comme qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, il leur dit justement devant les autres, là, devant les membres du culte, là, puis ils sont comme sais-tu qu'est-ce que ça veut dire une orgie? Fait que tu vois qu'il a pas compris vraiment ce qu'il a vu. Non, mais en même temps, après, il leur dit je pense que c'est des gens bien malheureux qui font ça parce qu'ils ont besoin de remplir leur vie avec d'autres choses puis du contact. Puis là, l'autre, il est comme hey, je pense qu'il a raison. Robbie Amell, il dit ouais, t'amènes un bon point. Mais genre, Robbie Amell, c'est comme un jock crétin, tu sais, c'est le quarterback aussi. Ouais. Mais en même temps, quand il voit qu'il se fait intimider, il est comme il faut que tu stand up pour toi, là, tu peux pas te laisser marcher dessus de même, voyons donc. Ah oui, il dit on est en Amérique, ici, là, tu te laisseras pas parler comme ça. Non, c'est chez vous, c'est ta propriété, tu vas pas te laisser faire. Tu sais, il interrompt le fait qu'il est en train de le tuer pour l'aider. Ah ouais, c'est complètement. Mais tu sais, là, encore là, on a une dérision des valeurs ultra-patriotiques des Américains. Exactement. Ça aussi, un moment donné, Bee, elle dit la prochaine fois là, que tu te fais écœurer, là, pis qu'ils te courent après, fais juste te pencher en petite boule, puis là, ils vont tomber par-dessus toi, puis après, kick them in the dick. Puis justement, il le fait quand Robbie Amell, il court après. Celui-là, je l'ai moins apprécié parce que avant qu'il se laisse tomber comme une roche pour le faire trébucher puis le kicker, on revoit la scène où Heidi. Ouais. Fait que là, juste le flashback, j'ai pas. C'était pas nécessaire, tu sais. Le film est pas trop long non plus. Non, le film dure 1h25. Non, il y en a plusieurs, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, les foreshadowing qu'on voit tout le long du film, ils ont un payoff après. Des fois, on a des flashbacks. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être été mis là pour padder un peu la durée du film. Là. Ouais, moi aussi, pour avoir un vrai feature film, faut que tu sois au-dessus de 90 minutes. Ouais, parce que sinon, on aurait été peut-être un petit peu en bas de 90 minutes. Là. Ouais, exactement. Moi aussi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Ben oui, aussi, pour revenir sur le kid humor, les enfants, ils appellent les prostituées des protestants. Ah oui, c'est vrai. C'était drôle de voir ça, la naïveté d'un enfant de 12 ans. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'humour. J'aime beaucoup aussi les dialogues des personnages qui sont adolescents. Ils sonnent vraiment comme une gang de crétins. Ouais. Ben, le personnage
le jeune qui est noir, je me souviens pas le nom de son personnage, il est pas là longtemps dans le film. Il s'appelle John. Il est John. joué par Andrew Bachelor. Ok, mais John, c'est un des personnages qui était le plus drôle dans le film, là, par exemple. Je l'aime vraiment, moi, son personnage. Ah ouais, il est complètement dément. Là. C'était drôle, il y avait tout le temps quelque chose de drôle à dire. Là, les deux scènes où il se fait revoler du sang dans la face. Ouais. Hey, il y a une personne sur le 4 qui a le sida. Là, j'ai déjà le sang de 2 personnes sur moi. Ouais, c'est sûr que j'ai le sida. Ah ouais, ça c'était bon. Ça aussi, quand quelqu'un qui dit c'est quoi qui arrive quand tu meurs, puis l'autre il dit tu perds tous tes followers Instagram, puis là ils sont comme si c'était super dramatique, mais mourir c'est pas dramatique, tu sais. Non, ah non, ils sont déconnectés, là, totalement déconnectés. C'est toutes des personnes égocentriques, sauf peut-être B, là, qui l'est peut-être un petit peu moins, là, mais les autres, tu vois, qui sont vraiment juste là pour leur propre gain, là, puis qui en ont rien à foutre du culte sataniste. Là, ils sont juste contents que ce soit un moyen pour leur amener ce qu'ils veulent. Ouais, surtout le personnage de Bella Thorne. Ouais, qui était un petit peu inutile dans le film. Ouais, c'était fatigante. Ouais, c'était son but. Elle l'a bien fait. Ouais, non, c'est vrai. Elle était là pour taper ses nerfs, elle a réussi à taper ses nerfs. Sinon, Ah oui, il y a une chose qui avait pas d'introduction. Tu sais, normalement, on a une introduction pour un payoff. Oui. Le feu d'artifice sort de nulle part. Ouais, c'est vrai que le feu d'artifice, il faut dans le garage puis il voit le feu d'artifice. Toutes les autres qu'on a vu, le couteau de poche, l'auto, même l'auto, il a été présenté au début du film. Tu sais, comme la rampe sur laquelle l'auto a jump, c'est présenté parce qu'il dit ah, t'as enlevé le toit si ta cabane dans ton arbre. Ouais. Puis il sert de ça pour sauter, tout. Mais c'est vrai que le feu d'artifice, il était pas là. Je sais pas s'il était dans une scène qu'ils ont coupé. Non, moi non plus. C'est ça, je pense, en fait. J'ai l'impression que peut-être que l'introduction du feu d'artifice était manquée. Tu sais, il aurait pu juste mettre une scène où le père, il est comme hey, j'ai acheté ça, ça va être malade. Puis lui, il devrait dire oh non, mais là, il y a plein de monde qui meurt, qui a des accidents à cause des feux d'artifice. C'est facile à rentrer. Fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais oui, j'avais vraiment l'impression que ça manquait. Parce que même quand tu considères la scène où ce qui se sert du feu d'artifice contre l'asiatique, couché dans le crawl space, qu'au début, le crawl space s'est introduit avec sa mère qui est dedans. Puis là, il dit ah, il y a plein d'araignées là-dedans. Là, il dit ouais, donne-moi une trappe à souris. C'est le fait qu'une araignée revole sur une trappe à souris. Ça l'alerte. C'est ça. Chasse. Fait que même les trappes à souris puis les araignées sont introduites, mais pas le feu d'artifice. Ouais, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose avec le feu d'artifice parce que quand il voit le feu d'artifice pour la première fois, on dirait que c'est pas la première fois qu'il voit le feu d'artifice, il y a comme un souvenir. Ouais. La face qu'il fait, c'est comme ah, il fait la même face avant chaque flashback à ce qu'on a vu avant, puis là, il y en avait pas. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça a été coupé au montage. Moi aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, honnêtement, c'est pas très grave, là. Mais quand je l'ai vu, j'étais comme ah, il me semble il manque un bout ici. Là. Ben ouais, mais j'ai aimé aussi que ça exploitait tous les clichés des films, fait que ça en riait. Ouais. Les clichés des films étaient tellement abusifs que ça faisait partie de l'humour. C'était vraiment. Le film se prenait vraiment pas au sérieux. Ce que j'ai vraiment aimé aussi dans le film, c'est qu'ils servent de la surstylisation puis de l'exagération pour rire du propre genre du film, puis de ramasser au passage quelques autres genres du cinéma puis des séries télé. Comme l'histoire, c'est un coming of age un peu, comme on a couvert avec Booksmart, mais là c'est tourné en horreur. Puis il y a tous les clichés qu'il y a dans ces films-là habituellement, comme les bullies, les jocks, tous ces trucs-là. Mais le film trouve toujours une façon de tirer un rire de ça, comme quand John rentre dans la chambre de Cole, il voit tous ces trucs d'espace, ces trucs-là, puis il dit là, le passe-temps de ce jeune-là, c'est une petite affaire écœurée. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé ça bon, la façon qu'il réussissait à rire des genres. Ouais, ben c'est assez justement un peu satirique, si je peux dire. Ouais. Mais en fait, moins satirique, plus self-aware. Tu sais que justement, ils savent que ce qu'ils font, c'est niaiseux. Ils prennent ça pas au sérieux, puis ils jouent avec ça. J'ai déjà vu plusieurs films dans cette approche-là, souvent ça fonctionne. Ce qui fait qu'un film est mauvais, souvent, c'est quand le film n'est pas porté sur lui-même, puis qu'il connaît pas ses forces et ses faiblesses, puis il essaie de remonter ses faiblesses. Dans un film comme ça, c'est mieux de les jouer pour l'humour que d'essayer de les rendre sérieuses. Quand un film il prend ça ultra au sérieux, mais dans le fond, c'est absolument ridicule. C'est comme, je sais pas, Wish Upon, par exemple. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je pensais que t'allais dire comme Batman contre Superman, par exemple. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Je pense que justement, le fait que c'est très tongue-in-cheek, je sais pas c'est quoi l'expression en français pour ça. Ouais, moi non plus. Mais c'est le fait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis justement, ils prennent pas au sérieux. Un des gros points négatifs, je te dirais, c'est qu'on dirait qu'il est tout seul au monde.
voyons, il n'y a pas de voisins, il y a des coups de feu, il y a la police qui arrive, ils vont cacher les chars, il y a des cadavres, il y a du sang. Le monde qui crie. C'est ça, on dirait qu'il est comme en campagne, que ton voisin est à 8 km, mais il y a une maison à côté de chez eux. Non, c'est ce que je trouvais aussi. Je me dis, il y a personne qui a appelé pour rapporter des cris, là, puis des trucs comme des coups de feu. Non, c'est ça. Ça n'affecte pas tant le film parce que justement, avec le ton général que le film a, on sait que c'est pas sérieux. Non, c'est ça. Si ça avait été pris au sérieux, là, on aurait eu un plus gros problème. Non, c'est ça. Mettons, t'écoutes un film d'horreur, justement, que la fille, elle crie, elle court dans la rue. Tu l'écoutes, tu te dis, ben voyons, il y a quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un dans cette ville-là, il y a quelqu'un dans la rue, quelqu'un habite dans les maisons, qui va faire de quoi. Mais justement, avec le ton, tu fais, ok, je vais l'accepter parce que c'est juste niaiseux. Bon, c'est ça. Fait que pour moi, ça fait un peu le tour de ce que j'aime et ce que j'aime pas du film, là. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. Ouais, c'est exactement ce que où je m'en allais. Là. 7 sur 10, là, 3.5 sur 5. Dans son genre, ça fait. C'est un film que t'écoutes avec des amis à la maison là, après une coupe de bière. C'est un excellent divertissement. Oui, c'est ça. En plus, c'est le genre de film, je trouve, qui est parfait pour une plateforme de streaming. Tu payes pas nécessairement pour, tu fais besoin de ton inscription, mais c'est pas comme si tu avais payé 8$ de louer au clip vidéo. Ouais, ou aller voir ça au cinéma. Non, la meilleure expérience que tu peux avoir, c'est dans ton salon avec des amis. Non, c'est ça exactement. Tu l'écoutes, ça passe bien, t'es pas obligé de le réécouter, tu l'as vu. Puis c'était divertissant. Exact. Donc, ça va conclure la discussion pour les films qu'on a écoutés cette semaine. Karine, avant qu'on passe aux recommandations pour la semaine prochaine, est-ce que tu avais quelque chose dont tu voulais discuter? Oui, en fait, j'avais une recommandation de série télé. Ok, vas-y. En fait, ça vient de venir à l'idée parce qu'on parlait de choses qui étaient self-aware puis un peu méta. De recommander la série Jane the Virgin qui est disponible sur Netflix. Okay. Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la série. Oui, moi personnellement, c'est une série que j'ai adorée. En fait, c'est une satire d'un télénovela. Si vous n'êtes pas au courant, un télénovela, c'est les espèces de soaps qui viennent de la Colombie ou du Mexique. Et c'est des histoires qui sont absolument abracadabrantes, là, avec des renversements de situation qui sont absolument incroyables. C'est des séries qui ont tendance à justement durer un très long nombre de saisons. Et en fait, c'est un télénovela, mais c'est adapté pour fonctionner en Amérique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une histoire de télénovela, mais ils l'ont adaptée. Ils font aussi une parodie en même temps. Donc, on a un narrateur, mais le narrateur, il parle à l'auditeur. Il va aller dire des choses comme quand il y a un renversement de situation ou whatever. Il va dire comme, oh, vous l'avez pas vu venir, celle-là. C'est très, très, c'est très ludique un peu, si je peux dire, comme série. Ah, ben c'est bon. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. Les personnages sont attachants, c'est très bien écrit. Dans la majorité des épisodes, il y a des gags visuels aussi. Par exemple, ils vont dire quelque chose, puis il y a hashtag, quelque chose qui va être écrit. Il y a un personnage qui est une star de télé. Là, ils mettent dans le bas, tu sais, quand t'écoutes une série à la télé, puis ils mettent des annonces en dessous, là, telle émission à 9h. Mais là, tu sais, c'est l'émission du gars de la télé. Fait que c'est comme si t'écoutais la télé, en tout cas. C'est vraiment, vraiment original. C'est 5 saisons, c'est terminé, sont toutes disponibles sur Netflix. J'ai vraiment adoré ça. Honnêtement, c'est l'une des séries les mieux écrites que j'ai jamais vues. Bon, ben, tant mieux, on va pouvoir écouter ça. Si on cherche quelque chose d'allégé, c'est une bonne recommandation. Moi, je vais présenter. J'ai pas de recommandations à faire pour ma part cette semaine, mais j'ai mes 2 recommandations de films pour le podcast la semaine prochaine. Donc, si les auditeurs veulent écouter les 2 films pour savoir un peu de quoi on parle, on va quitter le léger et le de bon cœur pour aller dans des films qui sont un petit peu plus sérieux, avec des thèmes pas tout le temps faciles, mais je pense qu'ils sont une bonne écoute et qu'on va en sortir peut-être grandi un peu de l'expérience. Le film le plus vieux dont on va parler des spoilers, ce serait The Place Beyond the Pines, un film de 2012 avec Bradley Cooper et Ryan Gosling. Un film que j'avais adoré quand j'avais écouté la première fois. Toi, Karine, je pense que tu n'avais pas. Je l'ai vu, j'avais apprécié, mais j'avais pas trippé. J'avais trouvé qu'il y avait des longueurs. J'étais peut-être pas concentrée. J'ai hâte de le revoir, justement, pour me faire une nouvelle idée. Ok, ben moi, c'est un film que j'avais adoré. J'ai hâte de le réécouter, voir si mon opinion a changé. Ça fait 8 ans que je l'ai vu. C'est disponible sur quelle plateforme? Prime Vidéo. Les 2 films que je vais vous recommander sont disponibles sur Prime. Le deuxième, c'est un film plus récent. 2017, là, le Babysitter qu'on a fait une review de spoiler de 2017. Sauf que lui, on parlera pas de spoilers. Je pense que c'est un film qui est passé un peu sous le radar. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on est là. Un film avec Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here. Un film qui m'a bouleversé, là. Je vais être honnête, quand j'ai terminé le film, je suis resté abasourdi un peu après le film. J'essaie de comprendre ce que j'avais vu. Pas que c'était compliqué, là, mais juste
faut que ça rentre, là. Faut laisser le film rentrer, là. Ça va prendre. Le digérer. Ouais, digérer ce film-là, ça prend quelques. Ça peut prendre quelques jours, je te dirais. C'est un film qui est violent sans montrer beaucoup de violence. Si vous vous demandez comment on peut faire ça, écoutez le film. Puis on va en discuter la semaine prochaine. Mais moi, ça fait super longtemps que je voulais le voir, donc je suis contente, je vais enfin pouvoir. J'ai fait une raison de l'écouter. C'est probablement la meilleure performance de Joaquin Phoenix que j'ai vue. Ah, puis on s'entend, Joaquin Phoenix, c'est rare qu'il est pas bon. Non, il est rarement pas bon, comme tu dis, mais sa meilleure que j'avais vue avant, c'était The Master. Il est meilleur que dans The Master, dans ce film-là. Non, j'ai hâte de voir. Puis il est meilleur que dans Joker aussi, le film pour lequel il a gagné l'Oscar. Donc, You Were Never Really Here et The Place Beyond the Pines, 2 films disponibles sur Prime Video. On se revoit la semaine prochaine pour discuter de ces 2 films-là. Mais oui, Passe une belle semaine. merci.